conférence s'inscrit dans le partenariat du lycée de Céret pour un projet ambitieux avec Pensée à l'acte, afin de construire un parcours culturel responsable pour chaque élève, qui va des sciences expérimentales, puisque ça fait plusieurs années que nous fonctionnons de cette façon-là, comme l'astronomie, aux sciences humaines et à l'édition. Il s'agit, pour les élèves de première, ici nous avons les premières spécialités HLFI, et les élèves de terminale, de rencontrer et de dialoguer avec des intellectuels et des scientifiques majeurs et de réfléchir à leur propre place et engagement dans le monde, tant physique et astrophysique que social et politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de rencontrer Thierry Discepolo, éditeur notamment de la dernière traduction de 1984, le plus célèbre roman de George Orwell, qui est une œuvre phare qui interroge le totalitarisme, il le dira beaucoup mieux que moi, sa langue et ses méthodes. Certaines expressions, d'ailleurs, sont devenues depuis des références incontournables pour penser le monde contemporain. Les professeurs de philosophie du lycée mentionnent un objectif de projet, enthousiasmer nos élèves, leur faire découvrir le vent du large. Thierry Discepolo, qui est éditeur des éditions Agone, et au mois de mars, une astrophysicienne, Françoise Combe, qui vous parlera des trous noirs. Voilà, donc il y aura 2 temps, 2 volets pour ce projet. Et normalement, tous les élèves qui participent à l'un participeront aussi à l'autre. Donc vous êtes chanceux. Alors, Thierry Discepolo, vous êtes éditeur des éditions Agone, qui sont une maison d'édition tout à fait indépendante à but non lucratif, je crois. Vous avez publié plusieurs ouvrages de George Orwell, dont 1984, à un certain moment. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, peut-être même votre parcours, parce que c'est toujours intéressant pour des élèves de savoir qu'il y a des parcours de vie singuliers, c'est peut-être le cas, enfin, même s'ils le sont peut-être tous. Et ensuite, votre maison d'édition. Et ensuite, par la suite, on viendra à George Orwell, à 1984, en plusieurs temps. Voilà. Okay. Bonjour. C'est une belle salle que vous avez. J'espère que toutes et tous, vous prenez la mesure de la qualité de l'accueil qui nous est fait. La qualité des équipements et le caractère, je vous le dis très franchement, assez exceptionnel de la situation. C'est-à-dire qu'il m'arrive assez régulièrement de circuler dans ce beau pays, de rencontrer des membres de cette magnifique institution qu'est l'éducation nationale, y compris des professeurs. Si vous voulez, j'ai jamais entendu une introduction comme celle-là. D'accord ? Prenez la mesure de la chance que vous avez. C'est rarement aussi, d'abord, bien fait, préparé, écrit, travaillé et intelligent. D'accord ? C'est assez rare. Voilà. Ce qui est aussi rare aussi, c'est que vous ayez réussi, Jean Barzac d'abord, à convaincre quelqu'un qui était hier matin à Paris, qui a pris un train, qui est allé chez lui, du côté de Marseille, récupérer une voiture pour arriver de l'autre côté de la montagne ici et venir ce matin, après s'être levé à 7h30, venir vous parler. D'accord ? En passant par une autoroute hier remplie de milliers de camions particulièrement pénibles à accompagner. Ce qui veut dire, c'est que j'ai pas reçu un gros chèque pour faire ça, d'accord ? J'ai reçu aucun chèque pour faire ça, donc c'est absolument pas l'argent qui me fait venir ici. Ce qui me fait venir ici, c'est une seule chose, c'est l'intelligence, l'évidence de l'importance du projet. La maison d'édition pour laquelle je travaille, que j'ai créée il y a maintenant 30 ans,
à Marseille, donc assez loin de la capitale où se passent quand même 80 à 90% des activités éditoriales en France. Activités dont on parlera parce qu'elles sont à l'intersection non seulement de ce livre qui me permet d'être invité ici, mais de l'ensemble des projets autour desquels ce livre est né. D'accord. Le type d'éditeur auquel j'appartiens est un type d'éditeur qui n'a pas été formé par l'école. Maintenant, beaucoup d'éditeurs peuvent sortir de formations longues, c'est-à-dire jusqu'à 4-5 ans d'études. C'est pas mon cas. Voilà, je fais partie de ces étudiants un peu éternels, c'est-à-dire qui ont traîné à l'université 5-6 ans avant d'arrêter une thèse de neurosciences, puis 5-6 ans avant d'arrêter une thèse de philo. Et puis, comme j'étais incapable de faire d'autres métiers que le métier d'éditeur, j'ai fini par faire éditeur. Voilà. Installer à Marseille une maison d'édition, ça veut dire l'installer sur des bases qui sont des bases forcément, comme on dit, de faire nécessité-vertu. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut internaliser à peu près toutes les activités. Donc on est devenu une petite maison d'édition généraliste qui comptait que sur elle-même. Pour vous, oui. Alors peut-être vous allez nous parler de George Orwell. Alors, pour commencer sur... Alors, Orwell. Tout de suite sur Orwell. Ah, comme vous voulez. Non, mais en fait, la plupart des élèves ne le connaissent pas. Okay. Alors, certes, quelques-uns ont lu 1984, peut-être La ferme des animaux, mais la plupart ne le connaissent pas. Donc, ça me semble important qu'ils sortent de là en le connaissant. Alors, on va commencer par quelques éléments biographiques assez rapides et un élément qui est quand même, peut-être pas pour des jeunes comme vous, ou la plupart des jeunes qui sont là aujourd'hui, un événement, enfin un fait important, mais pourtant qu'il l'est. George Orwell est mort à l'âge de 46 ans. C'est pas beaucoup. Où il choisit sa première carrière politique après un temps assez important dans ce qu'on appelle plutôt des bonnes études. Il était dans les bonnes écoles britanniques, d'accord, où il a pas une carrière si extraordinaire que ça, mais quand même suffisamment remarquée pour qu'il ait une possibilité de bon poste. Et le poste qu'il choisit reste malgré tout assez modeste. Il va être policier en Birmanie. Voilà. C'est quelque chose qui lui, on va dire presque dire, qui ne lui convient pas à l'époque sans doute, sauf qu'il est quand même, on va dire, porté par ça, parce que c'est le monde dans lequel on vit, c'est son destin normal. Ça va avoir comme premier effet pour lui, enfin double effet sur lui. Le premier, c'est un dégoût définitif de l'impérialisme, un dégoût définitif du rôle des puissances sur les peuples dominés. Et la deuxième, ça va être la naissance de sa carrière. C'est-à-dire que le premier texte qu'il écrit est une série de nouvelles sur les scénettes quand policier de la Birmanie, il note le rôle des policiers, l'enrôlement des indigènes, c'est comme ça s'appelle, l'ignominie des contextes qu'imposent les Anglais aux Birmans. Voilà, ça va être son premier livre. Ce dégoût va déboucher évidemment sur une démission, un retour en Angleterre et une décision, c'est la carrière littéraire. Mais bon, quand on décide une carrière littéraire du jour au lendemain et qu'on n'est pas rentier, il va falloir bien trouver une solution. Pas seulement, et l'air de rien, ça n'est pas une chose anodine, pas seulement savoir quoi dire, c'est comment vivre tous les jours. Et il choisit d'associer les deux projets, savoir quoi dire et vivre, et il décide de devenir une sorte de vagabond. Et ce sera son deuxième livre qui s'appelle « Dans la dèche à Paris et à Londres », c'est-à-dire il va se balader, il va croiser les trimardeurs. Petite notoriété qui lui permet de commencer à fréquenter le monde des lettres britanniques, ce qui est indispensable quand on veut être écrivain. Bon, vont se succéder un certain nombre de livres, peu importe la série, on va dire qu'ils vont plus ou moins mal marcher, pour le dire. D'accord ? Donc c'est pas de ça qu'il vit. Il vit en revanche d'une activité de journaliste, notamment de journaliste politique et littéraire, notamment de recension. D'accord, il reçoit des livres et il en parle. Et là, il commence à se faire une petite réputation. C'est plutôt une bonne plume. D'accord. On a publié aux éditions Agone une série qui s'appelle À ma guise, qui était le nom de la série de textes. Vous voyez tout de suite, ça donne un peu le ton. Ce À ma guise va mélanger, c'était un hebdomadaire, toutes les semaines, il me semble bien,
d'un périodique britannique, des thèmes qui vont aller, je crois que c'est mes préférés, l'arrivée du crapaud au printemps, jusqu'au problème que pose l'émergence d'un racisme britannique contre les membres des colonies quand ils reviennent en Angleterre. D'accord ? Donc c'est un joyeux mélange, y compris quand on s'approche de la guerre. Ça va être aussi le comportement de certains Anglais avec les Allemands. Ça va être une de ces critiques majeures, c'est-à-dire les trahisons des intellectuels de gauche. Non, avant la guerre, d'abord. Avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, une guerre beaucoup plus importante pour lui, qui est évidemment la guerre d'Espagne. J'ai failli oublier la guerre d'Espagne. Mais j'ai pas besoin quand même, j'imagine, sur ce territoire, de vous donner ces bases-là. On est d'accord ? Tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Toujours bien de donner les bases. Quand même, faut toujours bien. Toujours bien. Bon, alors, quelques bases. Tout à fait emblématique du personnage, qui va naviguer, disons, politiquement de la gauche à l'extrême gauche, mais dans un cadre où un parti va jouer un rôle central, c'est-à-dire le Parti communiste, à la fois le Parti communiste anglais, mais surtout le parti principal qui est le Parti communiste du RSS. Et Orwell va, quand se déclare la guerre d'Espagne, faire partie des premières personnes à s'engager dans les brigades internationales. Du moins, c'est comme ça qu'il décide de répondre à l'impératif politique qui se présente à lui. Il va essayer de trouver des recommandations pour arriver en Espagne, parce que bon, décider d'aller combattre en Espagne, quand on est à Londres, c'est pas exactement facile. Il faut des recommandations, il faut qu'un passeport s'ouvre, donc il va au Parti communiste. Et en fait, le Parti communiste, après l'entretien qui lui est fait, considère ben non, c'est pas un bon client pour lui. D'accord ? Donc il va aller à un autre parti qui s'appelle l'ILP, qui est plutôt, on va dire, anarcho-marxiste, plutôt trotskiste, d'accord, qui lui vont lui donner les lettres de recommandation qui vont lui permettre de débarquer à Barcelone. Et il va se retrouver dans un petit parti qui est plutôt trotskisant, qui s'appelle le POUM. Alors, je n'arrive jamais à me souvenir ce que c'est, POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, quelque chose comme ça. C'est ça, je ne suis pas ceux qui savent, je ne me suis pas trompé. Ok, merci. Et parti au sein duquel il va combattre armes à la main, qui va donner d'ailleurs un de ses livres qui s'appellera Hommage à la Catalogne, et qui va probablement lui donner l'expérience déterminante. C'est-à-dire qu'en fait, le Orwell qu'on connaît aujourd'hui, celui qu'on loue, celui qui a produit les œuvres les plus importantes, est vraiment né de son expérience pendant la guerre d'Espagne. C'est pas que ce qui avant n'a pas compté, aussi bien l'expérience en Birmanie que connaître de près pour un bourgeois anglais. C'est un détail sur lequel il faut insister. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que les unes et les autres vous avez comme idée de ce qu'était la culture britannique et de ce qu'elle est encore maintenant, c'est-à-dire une culture de classe extrêmement marquée par toutes les manières d'être et les manières de faire. C'est-à-dire que quand on arrive en Angleterre, je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui, à la troisième phrase, quelqu'un sait qui vous êtes, d'où vous venez, combien vous gagnez. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film qui s'appelle My Fair Lady de George Cukor ? Voilà. Si quelqu'un veut savoir... en plus, c'est un film absolument extraordinaire qui est tiré d'une pièce de théâtre de Bernard Shaw, qui est Pygmalion. Vous me permettez, on fait des digressions comme ça, on a droit. Je fais ce que je veux. Hein, absolument. Ok, c'est parfait. Donc je fais ce que je veux. On verra. Pour l'instant, ça va. Ouais, ça, c'est bon. C'est une comédie musicale qui est magnifiquement servie et qui est fondée sur cette idée que la connaissance de la phonétique permet à l'expert, qui est un des personnages principaux de ce film, de repérer immédiatement au coin de rue près d'où viennent les personnes. Mais ils ont une idée assez précise de la manière dont il suffit d'écouter comment quelqu'un parle en Angleterre, comment quelqu'un se tient pour savoir d'où il vient. Donc Orwell, éduqué dans un public school britannique, si vous voulez, il a beau faire tout ce qu'il veut, quand il est avec les clochards ou les trémardeurs, tout le monde sait d'où il vient. D'accord ? Donc c'est un effort pour lui de faire ça. Donc c'est une expérience sociale importante. Donc, mais l'expérience déterminante, il n'y a pas de doute, c'est la guerre d'Espagne. Non seulement il va prendre la mesure une fois de plus que
pour quelqu'un qui vient de la classe moyenne britannique, qu'est-ce que c'est que fréquenter les classes populaires, mais il va aussi découvrir une chose qui va le stupéfier, qui va donner naissance 20 ans plus tard, en 1984, c'est comment est-ce que la presse va rendre compte d'un événement politique dont il a été un des acteurs et être capable non seulement de ne rien raconter de ce qui s'est passé, mais parfois raconter le contraire de ce qui s'est passé. Et pour une seule raison, c'est qu'elle est soumise à une décision politique. Une décision politique qui est plus forte pour rendre compte de ce qui s'est passé que, effectivement, ce qui s'est passé vraiment. À la fin de la guerre d'Espagne, à la fin de son temps sur la guerre d'Espagne, il va échapper à la répression parce qu'il est blessé. Il reçoit une balle dans la gorge, donc il est envoyé à l'arrière et immédiatement rapatrié en Angleterre. Du Parti communiste espagnol, au moment où il prend une importance plus grande dans la guerre d'Espagne et il commence à éliminer tout concurrent. Voilà. Alors là, c'est le genre de sujet dans lequel on s'avance, toujours avec risque, on ne sait pas exactement qui est dans la salle, c'est toujours chaud. Donc, il suffit qu'il y ait par exemple un seul membre du PCF un peu âgé pour que tout de suite ça va mal se passer. D'accord ? Donc je fais confiance sur le territoire pour qu'il y ait plutôt la tradition des républicains espagnols dignes de ce nom et non pas des membres sous-marins du PCE ou du PCF. Ok, voilà. Sinon on va devoir se disputer et puis là je pourrai plus faire ce que je veux, ça va mal se passer. Mais enfin, il ne serait sans doute pas venu écouter Orwell, puisqu'Orwell est l'emblème de la critique de gauche des différents partis communistes. Je continue toujours ça? Tout se passe bien? Oui. Ouais. On va revenir à 1984. On va y arriver. On y est presque. Parce qu'en 1984, il y a quand même la ferme des animaux. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, il est en Angleterre, il essaie à la fois gagner sa vie, écrire des articles et puis publier, parce que cette expérience de la guerre d'Espagne est pour lui évidemment extrêmement importante. Et en fait, il a du mal à publier. Et il ne peut même pas du tout publier dans tous les organes qui sont liés au Parti communiste britannique. Ça lui est refusé. C'est-à-dire le point de vue qu'il a sur la guerre d'Espagne n'est pas autorisé par la presse de gauche. Et tout ça commence beaucoup à ressembler à une révolution, et une révolution dont le destin n'est pas exactement celui qui est prévu, parce que finalement, ce sont les cochons qui prennent le pouvoir. Voilà. Et il va laisser ça c'est probablement une des premières fois où Orwell laisse définitivement dans à la fois notre langue et nos usages des formules, une formule qui est assez connue, c'est certains sont plus égaux que d'autres. J'imagine que vous avez dû vaguement entendre cette phrase une fois ou deux. Si vous ne l'avez pas entendue, notez-la, parce que si vous ne la connaissez pas, vous aurez l'air d'inculte si vous quittez jamais les salles de l'université pour entrer dans des métiers intellectuels. Certains sont plus égaux que d'autres. Voilà, c'est le slogan de la ferme des animaux. Sauf que, évidemment, pour une grande partie de la gauche, la ferme des animaux, c'est vraiment la satire de la révolution russe sous l'égide des bolcheviks. Au point où, détail qui n'est pas négligeable, le livre va avoir énormément de mal à passer les frontières, et notamment les frontières vers la Russie. Orwell a écrit une préface inédite pour l'édition ukrainienne, je crois, d'accord, dans lequel il rencontre toutes ces difficultés-là, à ce que cette fable, qui est une critique de la révolution russe, ou plutôt pas de la révolution russe, du dévoiement de la révolution russe, a du mal à passer à gauche. Comme a toujours eu du mal à passer à gauche jusqu'à ce que le PC s'occupe de lui-même, de sa propre destruction, avec une vigueur et une efficacité redoutables. Donc jusqu'à ce moment-là, eh bien, la critique non stalinienne des dérives de la gauche stalinienne a été extrêmement difficile à passer. Et Orwell a été un des porteurs importants. Pour Orwell, quand même, la ferme des animaux est un succès. Ça se transforme quand même en un effet tout simplement, ça veut dire que il a un peu moins de mal à finir les fins de mois, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on est en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça lui laisse du temps. Le temps, ça veut dire qu'il passe un peu moins de temps à gagner sa vie en écrivant des articles pour les revues, et donc il commence un roman qui s'appelle 1984, qui s'appellera 1984,
d'accord, dont le titre même... Voilà, c'est pas celle-là. Voilà. Vous voulez ça? Si vous voulez. Mais pas celle-là. Voilà. Je dirai après pourquoi. Oui, celle-là, si vous voulez. Non, parce qu'en fait, c'est une couverture de Gallimard. On viendra ensuite sur Voilà, la traduction. oui, d'accord, mais voilà. Donc je peux pas être filmé sous une couverture de Gallimard, c'est pas possible. 1984, ça s'appelle 1984 parce qu'il a juste inversé les deux derniers. C'est-à-dire, en fait, c'est l'année où de référence, d'accord? Donc, où il écrit, c'est entendu. Donc, vous voyez bien que c'est l'année, c'est la guerre d'Espagne. C'est tout de suite là, d'accord? C'est juste après. Il y a plein de sources à 1984, des sources importantes, d'accord, peu connues, notamment un roman russe de politique-fiction qui date des années 20, qui s'appelle Nous autres, que d'ailleurs, curieusement, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ce roman. C'est un roman qui est une sorte on peut presque dire en quelque sorte, une sorte de brouillon de dystopie. Dystopie, le contraire d'une utopie. Une utopie négative, une dystopie. Ce qu'est 1984, une dystopie. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que autant les utopies ont comme défaut principal d'être absolument jamais réalistes, autant les dystopies ont comme qualité principale d'être redoutablement réalistes. Voilà. Personne n'a jamais, en lisant une utopie, eu l'impression de pouvoir vivre ce qu'on vit aujourd'hui. En revanche, quand on lit les dystopies, on a vraiment l'impression toujours de vivre ce qu'on va vivre, ou du moins ce qu'on a vécu assez facilement. Donc, cette dystopie, comme je disais, est née dans le constat par Orwell de la puissance que peut avoir une idéologie dominante quand elle s'empare des médias, quand elle s'empare de la presse, quand elle dicte à la presse ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut dire, et non pas ce qu'il se dit, ce qui a vraiment eu lieu. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est le rôle des intellectuels de gauche, intellectuels notamment, mais de gauche surtout dans ce processus, c'est-à-dire une véritable trahison en profondeur des règles de ce que Orwell tient pour être les règles de la démocratie. 1984, contrairement à ce qui est habituellement présenté, et je dirais pourquoi, n'est pas tant que ça une satire de l'URSS. Ça, c'est la première donnée. Si j'ai roulé tous ces kilomètres sur ces autoroutes abominables, j'aimerais qu'il y ait au moins une chose qui soit intégrée ici, c'est les liens entre 1984 et l'URSS sont en vérité négligeables. Et j'ai au moins un argument pour appuyer cette donnée, c'est à regarder la salle, au moins la partie haute, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui soient nés alors même que l'URSS n'avait pas déjà disparu, été rayé de la carte. D'accord ? Donc ça veut dire pour la plupart d'entre vous, et non pas d'entre nous, l'URSS est disparue quand on arrive ici. Or, tout le monde continue à lire 1984. Donc, ce serait quand même assez curieux qu'un roman qui parle d'un système qui a disparu il y a maintenant plus de 50 ans et qui est né il y a plus d'un siècle continue à être d'actualité. Alors, le jeu d'actualité, j'imagine, dont ça au moins la plupart d'entre vous se souviennent, et qui sont des espèces de coïncidences magiques, c'est-à-dire que nous avons subi une pandémie. Cette pandémie s'appelle Covid-19. C'est allé très vite, il suffit de rajouter 84 pour que ça devienne Covid 1984. Et le nombre de personnes qui ont eu cette idée est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a des tags de la taille de bâtiments sur lesquels ont été dessinés des variations sur le thème de Covid 1984. 1984, à l'arrivée du Covid, a eu une poussée absolument invraisemblable de vente. D'accord ? Il faudrait peut-être d'abord présenter 1984, le contenu du livre, peut-être. OK. Les personnages, OK. enfin, voilà. C'est bien. Il me semble. C'est très bien que je ne suis pas venu tout seul. Si j'étais venu tout seul, vous auriez été perdu. Mais c'est bon, je recadre. Moi, c'est... Parce qu'ils ne connaissent pas. Je sais, mais c'est très bien, mais c'est très bien, voilà. Je vais continuer à faire une digression, et après je vous dirai ce que c'est, d'accord ? Donc, l'autre moment où 1984 a été d'actualité, après je vous dirai ce que c'est 1984,
Ça donne du plaisir. C'est l'arrivée de Trump au pouvoir, avec ses vérités alternatives, ses fakes. L'arrivée de Trump au pouvoir a été aussi une bonne affaire pour les éditeurs de 1984. Et les gens n'ont pas besoin qu'on leur mette l'eau dessus. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que personne n'est allé signaler qu'il fallait lire 1984 parce que Trump racontait n'importe quoi ou parce que Covid s'appelait Covid-19. Non, non, ça se fait tout seul. D'accord ? Voilà. Alors pourquoi est-ce que le Covid et la Chine aussi, mais on va arrêter les digressions. Peut-être ensuite, il me semble Oui, qu'il faudrait j'arrête. nous présenter. Oui, je le fais tout de suite, ensuite, immédiatement. J'arrête. Plutôt dans l'autre ordre. C'est immédiatement, tout de suite. D'accord. C'est ça les enseignants, c'est bien, mais c'est ça, il y a des règles pédagogiques. Ma compagne est enseignante, je le sais. Bon. Chaque fois qu'elle relit mes textes, elle m'explique en permanence, tu devrais commencer par le début, alors que moi j'adore commencer par la fin. Il y a un public. Donc pourquoi est-ce que Trump, la Chine et le Covid? Je vous poserai des questions Oui. ensuite. Ça viendra, ces questions-là, elles sont prévues. Bon. Parce que 1984 invente une fable. En fait, c'est une fable satirique. La principale source, non seulement ça n'est pas, comme je disais, l'URSS, mais ça n'est pas tant que ça, ce roman qui s'appelle Nous autres. C'est un grand satiriste qui s'appelle Swift et qui a écrit Les voyages de Gulliver. Au moins, certains d'entre vous ont dû voir ça, au moins en cartoon à la télé, j'imagine quand même. Donc Gulliver. Pourquoi ? Parce que Swift invente des satires énormes, invente des situations grotesques. Voilà. Dans les voyages de Gulliver, je ne sais pas, vous vous souvenez au moins Lilliput. Vous vous rappelez au moins que la bataille sur Lilliput, c'est la bataille entre ceux qui ouvrent l'œuf du petit côté et ceux qui ouvrent l'œuf du grand côté. Donc, moi, par exemple, je suis grand boutiste. Un grand boutiste, c'est quelqu'un qui mange l'œuf à la coque par le grand côté. Et je trouve d'ailleurs que tous les petits boutistes sont vraiment ridicules. Je n'ai jamais compris. Voilà. Et chez Gulliver, c'est extrêmement important, ça fait une guerre. Et en fait, évidemment, c'est une satire des raisons pour lesquelles les gens rentrent en guerre. D'accord ? Orwell fait ça. Sauf que sa satire à lui, c'est la satire de la prise du pouvoir par les intellectuels de gauche de l'Angleterre. C'est ça, sa satire. C'est pas tant l'URSS que la prise du pouvoir par une classe sociale donnée, une classe intellectuelle, est marquée à gauche. Il va aller plus loin que ça dans l'éloignement, à mon sens, de l'URSS, c'est que quand vous lisez 1984, certes, il y a des côtés de satire URSS, mais ça ressemble beaucoup plus à l'Angleterre sous les bombes. Au point même où les spécialistes d'Orwell qui ont lu ces notes de travail, ces textes, ont repéré qu'une partie des scènes qui sont décrites dans 1984 sont directement des prises de notes de Londres sous les bombes. Des scènes entières, d'accord ? Le rationnement, la grisaille, la pauvreté, voilà. Et aussi, c'est un portrait, non pas du prolétaire russe, mais c'est un portrait du prolétaire anglais. Dictature menée par des intellectuels de gauche, dans un monde qui est quand même tiré sur un cadre général d'arrière-plan qui est la guerre froide, c'est-à-dire que, comme à la grande période de la guerre froide, vous avez États-Unis et URSS, là, il crée, c'est plutôt une tripartite, d'accord ? Il y a le monde est séparé entre trois grands États qui se font deux par deux la guerre, d'accord ? De temps en temps, les uns contre les... De temps en temps, on s'allie avec un et on se bat avec l'autre, d'accord ? Dans le roman. Là. Dans le roman, nous sommes dans le roman. Je quitte plus le roman. Et le personnage principal, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Winston, qui apparaît au début du roman, qui rentre dans ce monde, dans ce Londres triste et gris, qui sent le chou, d'accord, qui est sale. D'accord, et c'est un fonctionnaire, c'est un petit fonctionnaire, qui est physiquement plutôt dans l'origine du répugnant. Il est maigrichon, il a une mauvaise peau, il n'est pas très courageux, d'accord, et il fait un sale boulot. Voilà.
son boulot consiste essentiellement à corriger, selon les ordres du parti, ce qui est paru dans la presse. Et là, on rentre dans l'énorme caricature d'Orwell. C'est-à-dire, tous les jours, il reçoit des ordres qui viennent dans ses... Alors, une toute petite digression. Est-ce que certains ont vu un film qui s'appelle Brasil? C'est très bien si vous ne l'avez pas vu. Hein. C'est mieux. Hein. Okay. Parce qu'en fait, c'est une variation sur 1984, mais une variation qui a pas mal de défauts. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle insiste sur certains aspects, on va dire, outranciers, qui ne sont pas forcément les bons pour l'intelligence philosophique du roman, puisqu'il y en a une. Donc tous les jours, il corrige. C'est-à-dire qu'un ordre vient, finalement, le leader maximal, hier, a déclaré que la production de chaussures était de tel chiffre. Non, en fait, ça ne sera pas de tel chiffre, ça sera de tel chiffre. Donc on corrige le journal qui parut la veille, on remplace les chiffres pour que la réalité soit toujours en accord avec ce qui a été déclaré par le leader maximum. D'accord ? Et pour tout, c'est comme ça. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'à une période donnée, le pouvoir est composé de X individus. 3, 4 noms qui sont ceux qu'on voit tout le temps. Dans les rapports de force internes, et là, évidemment, on retrouve une forme qui est plutôt classique en URSS, un des fondateurs de la Révolution, un des anciens leaders a été désavoué, eh bien, il disparaît littéralement de la photo. C'est-à-dire que Winston a comme mission de faire disparaître des photos, de faire disparaître des discours, celui qui était hier un leader, qui est aujourd'hui un dissident. D'accord ? Ensuite, on voit apparaître aussi une figure assez étrange, c'est que non seulement il y a la figure du pouvoir qui est un pouvoir aimé, dont le nom est aujourd'hui assez bien connu, qui s'appelle Big Brother, d'accord. Et il y a évidemment l'anti-Big Brother, d'accord. Et cet anti-Big Brother, tout de suite, il est difficile de ne pas repérer qu'en fait, c'est une figure qui ressemble à Trotsky, et que Big Brother ressemble beaucoup quand même à Staline. Mais un Staline qui est matiné un petit peu d'Hitler, d'accord, un petit peu de Franco, un petit peu de tous les dictateurs. Alors qu'au moins, l'opposant, lui, en revanche, il n'y a pas de doute, c'est bien Trotsky. On est dans ce monde-là. Où on voit tous les jours de ce petit fonctionnaire qui croise, il rentre dans son lieu de travail, qui est un des grands ministères. Voilà. On va voir que la ville est structurée par ces espèces d'immenses bâtiments qui sont des ministères qui n'ont pas les noms habituels. Ministère de la vérité, ministère de l'amour, ministère de l'abondance. Et tout de suite, on commence à repérer que la manière dont d'ailleurs ces choses-là sont nommées, c'est qu'en général, quand une chose est nommée, c'est qu'elle gère le contraire. En vérité, le ministère de l'abondance gère plutôt la rareté, le ministère de l'amour gère plutôt la haine. Il commence à rédiger un carnet. Mais rédiger un carnet dans le monde 1984, c'est déjà interdit. On ne rédige pas de carnet dans ce genre de monde. D'accord ? Donc il est obligé de se cacher. Mais vous allez me dire pourquoi il se cache ? Mais il se cache parce que dans tous les appartements de 1984, il y a une caméra. Alors, c'est pas au moins une caméra. En fait, c'est une télécaméra. En fait, c'est une télévision qui, en même temps, filme tout ce qui se passe dans les appartements. Et Orwell a repéré un petit coin dans son appartement où, quand il s'assoit à son bureau, eh bien, ce qu'il écrit, en fait, on ne voit pas qu'il écrit. Ça va être un enjeu extrêmement important puisqu'il va livrer à ce carnet ses pensées, ses secrets, qu'est-ce qu'il pense du gouvernement, qu'est-ce qu'il pense de la vie qu'il mène. Et évidemment, ça se retournera contre lui. Jusqu'où je vais pour raconter tout ce qui se passe ? Jusqu'au bout ? Mais peut-être il va rencontrer une fille. Oui. Ah, je vais jusque-là. Peut-être. Ok, je sais pas. Parce que tout ce qui est personnel est interdit, donc écrire des notes personnelles est interdit, avoir des relations personnelles, voire d'amour avec quelqu'un est interdit, hein, puisque toute vie privée est interdite. Et tout a lieu sous le regard de Big Brother. Big Brother. Alors, dans son ministère, il y a aussi ça fait partie des choses qu'a inventé Orwell, et pour lequel on l'a qualifié de visionnaire. Il y a un des secteurs qui consiste à fabriquer de la littérature industrielle. Donc, et il imagine des machines qui produisent automatiquement des romans. J'arrête tout de suite la digression, mais une phrase, d'accord, c'est très intéressant. Il se trouve que, assez curieusement, en fait, cette chose-là existe. Hein. C'est-à-dire que
J'imagine que la plupart d'entre vous ont oublié ce qu'était une collection qui s'appelle la collection Harlequin. Non, non. Alors, j'ai appris quand même, normalement, j'espère aucun des jeunes gens et des jeunes filles ici ne lit du Harlequin, sauf quand il tombe dessus chez sa grand-mère, on est d'accord. Voilà. Oh si, c'est quand même une littérature de grand-mère, mais bon, peu importe. J'ai rien dit. Ah non, il faut en lire un, absolument, absolument. Non, il faut savoir ce que c'est. Sauf que Harlequin, évidemment, ça a commencé à vieillir, donc ça s'est renouvelé. Et en fait, il y a un nouveau type d'Harlequin dont je suis absolument sûr que tout le monde ici en a, si ce n'est lu, mais ne me diront pas s'ils l'ont fait ou pas. Et je sais que vous ne me le direz pas, puisque il se trouve que je donne des cours d'édition à Sciences Po à Toulouse. Et j'ai eu la bêtise, devant l'ensemble de mes enseignants, de dire que quand même, au moins, certains d'entre vous ont lu 50 nuances de gris. Et là, tout le monde baissait la tête. Donc, je sais que tous, vous avez vu ce que c'est 50 nuances de gris, d'accord? Ben ça, en fait, c'est le Harlequin d'aujourd'hui, d'accord, en vérité. Alors, ça a été écrit par une seule personne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a renouvelé cette chose-là. Mais très vite, ça sera écrit par, en vérité, plusieurs personnes. Les Harlequins sont écrits par des gens qui sont spécialistes, certains du chapitre 1, certains du chapitre 2, certains du chapitre 3, etc. C'est-à-dire qu'un Harlequin est écrit par autant de personnes qu'il y a de chapitres. Voilà, et qui se passe chapitre en chapitre. Voilà. Donc c'est effectivement une manière mécanique d'écrire. Et dans 1984, c'est pareil. Donc, et une jeune femme sur laquelle va tomber Orwell est une vraie ouvrière. Elle remonte, elle a un bleu de travail, elle travaille sur une mécanique avec il y a du gras et tout. Donc c'est vraiment une grosse imprimerie qui comme une mécanique, fabrique des romans. Des romans qui sont donc, dont on est sûr que tout ce qu'il y a dedans a été bien prévu. Exactement comme dans les Harlequins ou dans 50 nuances de gris qui sont le début et la fin de ce qui vous est autorisé de penser et en fait probablement de surtout ne pas faire. Il la rencontre, c'est le coup de foudre, et le coup de foudre qui se double pour lui d'une chose, c'est que c'est surtout pas lui qui prend la décision. L'absence de courage de Winston est notoire, mais l'audace de cette jeune femme est absolument stupéfiante. Et ils finissent par se rencontrer, naît une passion amoureuse, réelle, totale, d'accord, qu'ils croient être secrète. Ils vont aller dans les bois, ils vont se cacher, ils vont louer un appartement dans lequel ils croient qu'ils sont complètement libres. Et pour aller très vite, en fait, non seulement ils ne sont pas libres, mais ils sont intégralement manipulés. Ce qu'ils découvrent, c'est que l'endroit de la campagne où ils vont, en fait, est plein de micros, et que l'appartement dans lequel ils se rencontrent, et dans lequel ils mènent leur histoire d'amour, est intégralement filmé. Voilà. Donc tout est enregistré, tout a été filmé. D'accord. Et à peu près la moitié du roman, parce que tout ça, ce n'est que la moitié du roman, ils sont arrêtés. Voilà. Ils sont arrêtés et ils découvrent que non seulement ils ont été filmés, mais que le membre du parti qui est bien au-dessus de Winston, qui s'appelle O'Brien, qui vont en quelque sorte les encourager à cette dissidence, et parce qu'il se prétend être le membre d'un groupe dissident qui essaie de lutter contre l'ordre dominant de 1984, en fait, appartient au pouvoir. Et y compris la dissidence est organisée par le pouvoir. Donc il va se retrouver dans une des salles du ministère de l'Amour, prisonnier, torturé par O'Brien. Et c'est là où on entre vraiment dans le cœur du roman, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que là, on a une étrange scène qui va se succéder. La moitié du roman est consacrée à ça. Des séances de torture, mais le tortionnaire n'est pas du tout une brute. Le tortionnaire est un intellectuel extrêmement distingué, extrêmement cultivé, qui, alors qu'il met sa victime sous une forme... Alors, c'est pas de l'électricité, mais c'est quelque chose comme ça, disons, pour aller vite. Il lui pose des questions métaphysiques. C'est une discussion métaphysique. Quelle est la nature de la vérité? Quelle est la nature du monde? Comment pourrons-nous être sûrs que la vérité, dont on croit que c'est une vérité, c'est la vérité? Est-il vraiment sûr qu'il a vu, comme il l'affirme l'avoir vu, tel personnage sur une photo? Aujourd'hui, la photo
telle qu'on la voit, ce personnage n'y est pas dessus. Évidemment, Winston se souvient que c'est lui qui a enlevé l'image. Mais le philosophe qui est en face de lui, le philosophe d'État tortionnaire, lui a fait, mais êtes-vous sûr? Et avec une question qui est la question qui va l'enseigner, c'est combien j'ai de doigts? Et il tient absolument à ce que, quand il lui dit que là, il a 5 doigts, il faut que Winston voit 5 doigts. Et pas seulement qu'il voit 5 doigts parce qu'on lui dit qu'il voit 5 doigts, il faut qu'il soit persuadé de voir les 5 doigts. C'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'il obéisse au parti, mais qu'en lui-même, la certitude que le parti dit la vérité, quelle qu'elle soit, c'est ça dont il doit être persuadé. Et c'est ça. Alors, Orwell va résister à ça par une autre phrase lancinante, qui est celle qui est emblématique de 1984, c'est 2 et 2 font 5. C'est terrible, ça. Non, font 4, évidemment. D'accord. 2 et 2 font 4. Non, parce qu'évidemment, O'Brien lui répète en scène, non, 2 et 2 font ce que je dirais que ça fait. Si ça fait 5, tu dois être persuadé que 2 et 2 font 5. Mais non pas parce que je t'ai imposé que 2 et 2 fassent 5. Non. C'est parce que tu dois comprendre qu'au moment où le parti dit 2 et 2 font 5, 2 et 2 font vraiment 5. Et de manière forte, Orwell va réaffirmer, non, au contraire, 2 et 2 font 4. Et ça n'est pas un parti qui décide de ce genre de niveau de réalité. Ce niveau de réalité est extérieur à nous. Voilà. Puisqu'on suis invité par une prof de philo, je vais donc rajouter ce point, qui est un point fondamental. Il se trouve que ce genre de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui est vrai, comment pouvons-nous être sûrs de la vérité, font partie des questions fondamentales en philo. Il se trouve que, et c'est une des éléments d'actualité un peu plus ténue que ce dont j'ai parlé avant, de 1984, il se trouve que dans les années 70, a commencé à se développer au sein de la philosophie un mouvement dit postmoderne qui a pris une place extrêmement centrale et qui a été un mouvement qu'on appelle relativiste, c'est-à-dire profondément relativiste. Il y a plusieurs types de relativisme culturel, mais là, ce qu'on appelle le relativisme épistémologique, c'est-à-dire un relativisme vis-à-vis de la vérité. D'accord ? C'est-à-dire, c'est cette idée que la vérité est en fait un concept dont il faut se dégager, parce que c'est un concept douteux, c'est un concept dont on ne sait pas qui le porte, et donc en fait, pour être libre, dégageons-nous de ce concept absolu. Faisons plutôt que la vérité une sorte de recherche de consensus. Finalement, ce qui est vrai, c'est ce sur quoi une communauté, une société tombe d'accord. Alors je sais que vous êtes déjà à peu près tous largués, c'est pas grave, d'accord, mais je vais quand même finir sur ce point. Oui, finissez, oui. Okay. Après, je reprends. Ce qui est important, c'est pour Orwell, c'est que ce qui est déterminant, c'est que si la vérité dépend du groupe social dans lequel vous vivez, ça veut dire que la vérité dépend des rapports de force de ce groupe social. La liberté d'une vérité qui est extérieure à nous, c'est la chance que nous ayons de ne pas subir un ordre ici et maintenant. Nous sommes égaux devant une vérité dont on ne dépend pas, devant une vérité qui est extérieure à nous. Et nous sommes prisonniers devant une vérité qui est une vérité consensus, c'est-à-dire qui est le produit du rapport de force de la société à un moment donné. Et pour les éditeurs de la traduction de 1984, dont je suis venu parler aujourd'hui, c'est ça le point central de ce roman. Voilà. Donc, je veux revenir sur un point. C'est un livre qui présente une société totalitaire, et donc le but, notamment du pouvoir, c'est d'ôter aux individus toute liberté, que ce soit la liberté d'action, la liberté d'expression, mais aussi la liberté de penser. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de penser, pour revenir à ce que vous disiez, non pas ce qui est, non pas de chercher à penser des choses qui seraient conformes à la vérité, mais il s'agit de penser exactement ce que le parti dit qu'il faut penser. Et ça peut être aujourd'hui ceci et demain son contraire. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune liberté, même plus le fait d'être capable de penser ce qui est et de dire des choses qui sont vraies parce qu'elles sont conformes à la réalité extérieure. Voilà. Donc il n'y a absolument aucune liberté. Pour revenir là-dessus. Voilà. Avec tout de suite un point pour vous montrer combien cette question qui a l'air un peu abstraite, plus de liberté de penser, a une actualité qui est majeure.
évidemment, l'idée d'un parti surpuissant n'a plus grand sens aujourd'hui, d'accord? À part en Chine. Mais la Chine, c'est loin. En revanche, dans une démocratie comme les nôtres, je vais donner un exemple qui va évidemment faire désordre, mais Très bien, désordre. voilà, c'est vous l'ordre de toute façon aujourd'hui. Oui, non, mais c'est très bien le désordre aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui des raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine et des raisons pour lesquelles il faut ou il ne faut pas soutenir l'Ukraine, et pourquoi aujourd'hui cette question est devenue une question qui, depuis quelques mois, occupe une grande partie des ondes. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est un prochain livre sur lequel que je vais éditer. Le travail qui est mené est très simple. C'est alors évidemment, la différence entre la caricature de 1984 et ici et maintenant, c'est que je ne vais pas être arrêté aujourd'hui à la sortie de la salle parce que je vais raconter ce que je vais raconter. D'accord ? En revanche, ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui ne dit pas que les démocraties européennes, les États-Unis ont eu raison d'armer l'Ukraine et de mener un certain nombre de sanctions contre la Russie et que c'était la seule et unique bonne solution au conflit, sont extrêmement minoritaires. Extrêmement minoritaires. Il y a un flux, ce qu'on appelle de propagande officielle, qui prend une place considérable pour expliquer que toute personne qui va, ne serait-ce que ne pas expliquer en permanence que Poutine, son gouvernement et son pays sont vraiment le mal incarné et que toute action qu'ils ont menée sont des actions absolument répréhensibles et qu'en face, en revanche, l'Ukraine est un pays qui s'est défendu et qui, de temps en temps, commet éventuellement quelques erreurs de guerre, ça, c'est pas autorisé. Ce type de modèle-là est exactement le type de modèle dont on éprouve, à mon sens, aujourd'hui, le type de choses dont décrit Orwell. Et il y a un certain nombre de journalistes qui commencent à montrer que, comme Orwell, pendant la guerre d'Espagne, sur place, il n'a pas exactement vu, sur place, ce que les médias dominants racontent. Voilà, pour parler du type d'actualité, du type d'usage qu'on peut faire de la manière dont Orwell a rendu compte des types d'organisations dans la fable de 1984 ou au fil de ses articles journalistiques sur le détournement par une partie de la presse de ce que lui pensait être une vérité objective. Il y a aussi des trolls du côté de Poutine qui se chargent d'envoyer sur des réseaux sociaux sans cesse des discours qui sont pro-poutiniens, quand bien même ils seraient faux. Donc peut-être on peut trouver de part et d'autre, me semble-t-il, des manières de tordre la vérité. Bon, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Enfin bon, voilà. Donc, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur des concepts qui font partie de notre culture aujourd'hui, dont celle de nos langues. Oui. Voilà. Et aussi ces termes de crime de la pensée. Oui. Voilà, tous ces concepts, Big Brother, enfin bon, que les élèves puissent repartir en étant capables de les connaître, voire de les manier. Alors, est-ce que vous voulez qu'on... Non. D'accord. Alors, allez-y. J'ai de l'eau, j'ai un micro, je suis cadré, je sais que je ne pourrais pas déborder, c'est très bien. Double pensée. Ouais. Alors, avant de commencer, je vais évidemment faire une digression, parce que sans digression, c'est l'ennui. D'accord. Le livre que vous avez là, le livre jaune que vous avez là, d'accord, a comme on l'a dit, donc c'est la dernière traduction de 1984 qui est parue, mais elle a une histoire. Et elle a une histoire que je ne peux pas ne pas raconter parce qu'elle a directement des conséquences sur justement les concepts dont on va parler. Okay. Quand 1984 paraît, il paraît
2 éditions, une édition à Londres et une édition à New York. Alors curieusement, sur 2 titres, entre guillemets 2 titres différents. Un c'est 1984, 1984, et l'autre c'est 1984, c'est 1984. Okay. 1984 c'est en Angleterre et 1984 c'est aux États-Unis. Orwell a préféré d'ailleurs le 1984, c'est pour ça que la plus grande partie des éditions vont porter 1984 et pas 1984. Avec cette espèce de génie incroyable de ce titre-là, que j'ai découvert en faisant un petit travail de recherche sur les couvertures des livres. C'est inimaginable le nombre de couvertures qui existent de ce roman-là. Bon, évidemment, il a été publié il y a plus de 70 ans, d'accord ? Donc on a eu le temps. Enfin, il y a des tas de livres qui ont été publiés il y a plus de 70 ans, et donc, grâce à Dieu, si vous voulez, vous n'avez pas le... Celle de Gallimard ? Non, surtout pas Gallimard. Justement. On a fait une très belle affiche. Enfin, moi, je la trouve belle. Non, vous ne l'avez pas, cette affiche. Une affiche qui collecte une infime partie. J'en ai trouvé plus de 150. D'accord ? Alors que, évidemment, la plupart du temps, quand vous traduisez un livre, la couverture change. C'est d'autres mots qui sont là. Voilà. Donc, très peu d'éditeurs étrangers ont choisi 1984 voilà, en toutes lettres. D'accord ? Nous avons choisi ça, en revanche. Nous avons choisi 1984, 1984, pour des raisons dont je parlerai. 1984 est un succès, assez vite aussi en France, mais un succès curieux, et qui se voit tout de suite. Là, je vais délibérément rentrer dans les détails, puisque vous avez affaire à un éditeur et pas un universitaire. Très concrètement, la traduction est donnée à une traductrice, alors qui n'est pas du tout, comme on dit aujourd'hui, une novice, mais une traductrice de polar, en fait. Pas du tout une traductrice littéraire. D'accord ? Une traductrice de science-fiction. C'est-à-dire que tout de suite, on va donner... Gallimard donne cette traduction à quelqu'un qui n'est pas littéraire. Donc ça veut dire que le statut de 1984 et en général d'Orwell chez Gallimard n'est pas un statut de littérature. En fait, c'est la littérature de gare. D'accord ? Et c'est pour ça que Agon a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire contre la tradition de Gallimard, c'est remettre Orwell dans la littérature. Alors, je reviens en arrière. Donc, ça paraît, pendant 68 ans, Gallimard va exploiter cette traduction, avec des hauts débats. Par exemple, évidemment, vous ne serez pas étonné d'apprendre que de 1950 à 2018, l'œuvre d'Orwell est sous-traduite en France. Si on ne lit que 1984, il manque plein de choses. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les références à la Catalogne, les références à la Birmanie. Il va aussi écrire, je ne vous en avais pas parlé, mais sur les classes ouvrières britanniques. Il va parler longuement des conflits entre le monde syndical et le monde ouvrier. Voilà, des conflits avec les partis et les syndicats. Tout ça, c'est une partie de l'œuvre, d'accord ? Et tout ça, on le retrouve dans ses essais, articles et lettres. Des articles extrêmement importants sur la littérature. C'est quelqu'un qui a écrit, y compris sur la littérature française, sur Sartre, qui a écrit sur... comment il s'appelle celui qui a décrété que le centre du monde était à la gare de Perpignan. Dali. Merci, je savais que vous sauriez. Sur Dali, un article absolument terrible sur Dali, d'une délicieuse méchanceté. Voilà, et ça ne paraît pas en France. Donc un éditeur va monter un procès, littéralement un procès, agent anglais, éditeur anglais, ayant droit, c'est-à-dire que le fils d'Orwell, vont intenter un procès à Gallimard pour essayer de lui arracher l'œuvre, littéralement. Ce procès va se déboucher sur ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire que 1984, Gallimard va garder 1984 et il va lâcher tout le reste. D'accord ? Donc on va avoir la chance qu'à partir des années 70, une maison d'édition va retraduire systématiquement toute l'œuvre d'Orwell, qui était totalement absente en France, d'accord ? Sauf un titre, qui est 1984, qui est coincé chez Gallimard avec les droits de Gallimard, d'accord ? Donc au bout de 70 ans, alors ça peut être plus long, alors il y a des règles un peu compliquées, par exemple si l'auteur est mort pendant une période de guerre, si l'auteur est mort pour la France par exemple, on rajoute des années, d'accord ? Un auteur comme Paul Nizan, d'accord, dont je parlais, c'est l'auteur des Chiens de garde, en fait a 20 ans de plus parce qu'il est mort pendant la guerre et qu'il est mort pour la France pendant la guerre, d'accord ? Peu importe, mais
Orwell, 70 ans. D'accord? Donc 70 ans, ça fait 2020. Donc en 2018, Gallimard décide de faire une nouvelle traduction de 1984. Alors, on a envie de dire 68 ans, c'est un peu long. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prépare en fait l'entrée dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il borde la possibilité que d'autres éditeurs traduisent, parce qu'à partir de 2020, tout éditeur a le droit de traduire sans avoir besoin de demander aux ayants droit l'œuvre. Et il a fait un choix qui est un choix absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'après avoir donné, en 1950, la traduction à une, entre guillemets, traductrice non littéraire, il va donner à une traductrice super littéraire. Traductrice des grands auteurs de la littérature contemporaine américaine et anglaise, une certaine José Camoun, qui va faire des choix, des vrais choix. Elle va décider vraiment que maintenant il est temps, c'est très très important, de rafraîchir un petit peu, de dépoussiérer un petit peu cette œuvre. Et alors même que l'ensemble des concepts qui sont dans 1984 font partie vraiment, dans la traduction française, des outils pour décrire, penser, comprendre à la fois les dérives totalitaires, mais aussi les dysfonctionnements de la presse et le travail de propagande, elle va changer tout ça. J'imagine que la plupart d'entre vous ont dû entendre à un moment ou à un autre le mot de novlangue. D'accord? Police de la pensée, des mots comme ça. Tout le monde connaît à peu près Big Brother. D'accord? Eh bien, la traductrice a décidé que ça ne serait plus novlangue, ça serait néo-parlé. Que ça ne serait plus police de la pensée, mais montopolis. Alors, il y a des choix, hein, d'accord? Elle explique ça. Enfin, elle explique ça. Elle justifie ça. Enfin, elle tente de justifier ça. D'accord? Ça paraît. Elle choisit aussi que le livre ne sera plus au passé, mais il sera au présent. Elle décide d'accélérer. En fait, elle décide d'en faire ce qui est commercialement très important, c'est un roman de la terreur, en fait. Ce qui est vendu, c'est pas du tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des questions de vérité, d'épistémologie, de politique, oui ou non, est-ce que ce roman décrit les dysfonctionnements d'une caste au pouvoir qui sont les intellectuels? Non, 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 non. C'est un roman de la terreur, c'est un roman de l'horreur. D'accord? Voilà. En fait, c'est un genre de polar. C'est-à-dire qu'en fait, Gallimard réussit l'exploit de faire un détour par la littérature pour réinsérer à nouveau, cette fois par la grande littérature, Orwell dans la littérature dépolitisée. 1984 dans la littérature dépolitisée. Évidemment, au moment où les éditions Agone ont cette étrange idée de voir traduire 1984, tout ça est de mauvais augure. D'autant que, je vais faire un petit détour encore, dans la cuisine éditoriale, il se trouve qu'il y a un curieux pays dans lequel la durée de protection des œuvres n'est pas de 70 ans, mais de 50 ans. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis tout bêtement, mais si on a pu publier 20 ans avant au Québec les pamphlets antisémites de Céline, pourquoi ne pas y publier 1984, puisque c'est possible? Donc, on se lance avec un co-éditeur québécois, et c'est évidemment de la stratégie éditoriale, c'est pour se préparer à la sortie d'Orwell du domaine public. C'est là que nous tombe dessus la première traduction, la traduction de José Camoun. Donc évidemment, commercialement, c'est pas très bon, d'accord? Mais bon, on a travaillé. Donc 3 mois après la traduction de José Camoun en France et au Québec, paraît au Québec la traduction de ce livre-là, dans un co-éditeur québécois. On dit c'est pas grave, on va continuer. Dans 2 ans, ils vont publier cette traduction que nous, on juge intellectuellement ratée, et on sera prêt avec la nôtre à publier en France 2 ans après. 3 mois avant l'entrée d'Orwell, la sortie d'Orwell dans le domaine public, Gallimard sort une nouvelle traduction. Donc ça veut dire que 68 ans, une seule traduction, et une deuxième 2 ans après. Dans l'histoire de l'édition, c'est absolument inédit. Ça n'existe pas, ça, d'accord? En dehors du fait que, comme vous imaginez, c'est assez coûteux de financer une traduction, ça veut dire que la deuxième, c'est quand même un gros désaveu de la première. Et pour nous, éditeurs qui se préparons à publier un nouveau livre, c'est une catastrophe. D'accord? D'autant plus que la nouvelle édition choisit de ne pas écrire au court, comme on dit, c'est-à-dire 1, 9, 8, 4, mais au long aussi. Donc on apprend en plus que ça apparaît dans la Pléiade. Et donc pour nous, là, d'un point de vue strictement éditorial, c'est une catastrophe. On avait une mauvaise traduction, on en a 2 nouvelles. D'accord? Mais c'est là où on peut compter toujours sur Gallimard. Ça, c'est important.
c'est un point important. On peut toujours compter sur Gallimard. Gallimard ne nous déçoit jamais. C'est vraiment, c'est un éditeur qui ne déçoit jamais. Voilà. Donc, non seulement la nouvelle traduction choisit, comme la première, de modifier le vocabulaire classique de novlangue et de police de la pensée, mais il va aussi débaptiser Big Brother, qui devient grand frère. D'accord ? Alors, évidemment, pour un universitaire du 5e arrondissement parisien, il ne sait pas qu'un grand frère, en fait, c'est le nom qui est donné depuis très très longtemps dans les banlieues françaises à ces grands frères, en effet, des jeunes loulous qui permettent aux travailleurs sociaux de structurer à peu près une vie viable dans les banlieues. D'accord ? Mais surtout, c'est pas ça. C'est que, alors, évidemment, vous ne savez pas, mais en espagnol, ils ont traduit. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'en France, qu'on appelle Big Brother, Big Brother. Je crois que ça s'appelle c'est Gran Mano en espagnol, et puis en italien, c'est pareil, c'est traduit. D'accord ? Mais la question n'est pas là. C'est un nom propre, Big Brother. C'est un nom propre. Grand frère, c'est pas un nom propre. Ça veut dire quand vous dites grand frère, personne ne pense ici à Big Brother. Big Brother, c'est son nom. Voilà. Exactement comme quand vous dites aujourd'hui, il y a eu un débordement de néo-pensée. Tout le monde dit ah, vous voulez dire de novlangue ? Oui, bien sûr, de novlangue, je voulais dire, d'accord ? Donc, le prochain papier que je vais écrire est un papier qui est consacré uniquement à cette question. Et ce que je vais faire, c'est un truc très simple. Je vais compter le nombre d'occurrences, le nombre de mentions dans la presse de novlangue et de néo-parlé. J'ai déjà fini le travail. Personne, depuis 2 ans, pour la deuxième traduction, et depuis 4 pour l'autre, n'utilise jamais le vocabulaire de 1984 traduit par Gallimard. Jamais, aucune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'abord, il y a une résistance de la langue est plus forte que nous. Heureusement. D'accord ? Donc, ça veut dire que même l'éditeur le plus puissant de France, en faisant 2 traductions et en mettant actuellement en commercialisation 5 éditions différentes de 1984, celle 1950, celle 2018, sa version en poche, la Pléiade et la version en poche de la Pléiade. 5 versions commercialisées. D'accord ? Ils n'ont pas réussi à imposer l'usage qui est l'usage de leur propre traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'ils ont échoué à la chose qui est la plus importante, c'est-à-dire ils ont échoué à ce qu'on appelle orwelliser Orwell. Qu'est-ce que ça veut dire orwelliser Orwell ? Ça veut dire détruire le vocabulaire d'Orwell tel qu'il nous sert à penser le monde. Un État totalitaire tel qu'il est caricaturé dans 1984, on en trouve exactement l'équivalent dans les démocraties d'aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à nous faire croire, à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et quand 1984 est traduit par un éditeur comme Gallimard et qu'il détruit le vocabulaire qui permet d'écrire ça, il finit par accomplir exactement ce contre quoi travaille Orwell. Donc cette édition-là n'est pas seulement grosso modo, un livre de plus dans une collection, c'est aussi un livre qui prend place dans une bataille politique. Et on commence dès le début, d'accord ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vraiment, mais au moins vous voyez une chose de loin, c'est à peu près la couleur, d'accord ? Quelle aurait été l'erreur à commettre en publiant aujourd'hui 1984 ? Ça aurait été à nouveau de ressortir du rouge, c'est-à-dire le rouge de l'URSS. Ça aurait été à nouveau de ressortir la moustache d'Hitler, ou la mèche d'Hitler, ou la moustache de Staline. D'accord ? Non, en fait, le jaune, c'est quoi ? Cette espèce de jaune orangé. Et cette espèce de bleu qui est là. En fait, c'est les couleurs des nouveaux Big Brother. En fait. C'est quoi ? Amazon, Google, Facebook, Twitter. Voilà. Évidemment, vous ne le remarquez pas, mais c'est perçu quand même. C'est un emballage qui retraduit dans sa manière, dans ses couleurs et dans sa symbolique, ceux qui sont aujourd'hui responsables du travail qui est fait dans la caricature du roman d'Orwell. Ceux qui imposent la pensée. Les producteurs de novlangue, les Big Brother. Les Big Brother, aujourd'hui, s'appellent Elon Musk, s'appelle, etc., etc., etc. D'accord. On s'en tient là ? Oui, on passera aux questions après. Sex
The world we are preparing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. You'll soon welcome it, and finally become part of it. Can I take this for granted? With your eyes over me, in this place, dream home, I know there's always somebody. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. A future where freedom becomes slavery, where privacy is forbidden, the past forgotten, and where living people simply vanish. Yet one man and one woman dare to love. Can you get Sunday afternoon off? Yes, Take this. everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. We can't get inside you. We can't get to your heart. John Hurt, Susanna Hamilton, Cyril Cusack, and Richard Burton in the crowning role of his career. What are your true feelings towards Big Brother? I hate. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. The film of the book of the year. George Orwell's 1984. Le visage à la moustache noire vous surplombait du regard à chaque angle stratégique. Il en avait un sur la façade juste en face. « Big Brother te regarde », disait la légende. Et les yeux sombres s'enfonçaient dans ceux de Winston. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche, déchirée d'un côté, battait à chaque rafale, couvrant et découvrant alternativement le seul mot « Hanksok ». Dans le lointain, un hélicoptère glissa à basse altitude entre les toits, s'immobilisa un instant comme une mouche bleue et repartit en flèche dans un vol incurvé. C'était la police qui épiait aux fenêtres des gens. Cela dit, les patrouilles n'avaient pas vraiment d'importance. Seule la police de la pensée était vraiment dangereuse. Dans le dos de Winston, le télécran continuait son mitraillage de commentaires sur la fonte et la production record du 9e plan triennal. Le télécran servait simultanément de récepteur et d'émetteur. Il enregistrait dès qu'on émettait un son plus élevé qu'un murmure très bas, et tant qu'on se trouvait dans le champ de vision de la plaque de métal, on pouvait être à la fois écouté et regardé. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen de savoir si on était observé à tel ou tel moment. À quelle fréquence et selon quelles règles la police de la pensée se branchait sur un réseau individuel, on ne pouvait que le deviner. Il était même possible qu'elle surveille chacun en permanence. En tout cas, elle pouvait se connecter sur votre réseau à tout moment. On devait vivre, on vivait, par une habitude qui s'était muée en instinct, en partant du principe que le moindre son était écouté et, hormis dans l'obscurité, le moindre mouvement épié. Winston tournait toujours le dos au télécran, c'était plus sûr. Même si, il le savait bien, un dos peut en dire long. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. À 1 kilomètre de là, le ministère de la Vérité où il travaillait dominait de sa haute tour blanche le paysage cendreux. Et voilà, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût. Voilà Londres, capitale de la zone aérienne 1. Londres qui formait à elle seule la 3e province la plus peuplée d'Océanie. Il chercha dans sa mémoire un souvenir d'enfance qui lui indiquerait si la ville avait toujours ressemblé à ça. Avait-il toujours été là, ces alignements de maisons du 19e vermoulus, avec leurs pignons étayés par des poutres, leurs fenêtres colmatées par du carton, leurs toitures couvertes de tôles ondulées et leurs murets de jardins brinque-ballant follement dans toutes les directions. Et ces endroits bombardés où la poussière du plâtre soufflait en spirale, où les pilobes grimpaient sur les tas de décombres, et ces zones où les bombes avaient dégagé des surfaces plus vastes, sur lesquelles avaient poussé des colonies sordides de cabanes en bois, semblables à des cages à lapins. Inutile. Winston ne se rappelait pas.
Il ne lui restait de son enfance qu'une série de tableaux brillamment illuminés, sans arrière-plan et pour la plupart incompréhensibles. Le ministre de la Vérité, Verigouve en novlangue, tranchait nettement avec tout autre bâtiment visible alentour. C'était une énorme pyramide de béton d'un blanc éclatant, dont la structure à gradins culminait à 300 mètres de haut. De son poste d'observation, Winston parvenait tout juste à déchiffrer les 3 slogans du parti gravés en lettrage élégant sur la façade blanche. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Cette pauvre femme doit vivre dans la terreur de ses enfants, pensa Winston. Dans un an ou deux, ils traqueront chez elle nuit et jour le moindre signe de déviance. Presque tous les enfants étaient odieux maintenant. Le pire, c'était que, tout en les transformant systématiquement en sauvageons ingouvernables, les organisations comme les espions ne produisaient en eux aucune propension à se rebeller contre la discipline du parti. Au contraire, les enfants adoraient le parti et tout ce qui s'est rattaché. Chants, processions, bannières, marches, entraînements avec des fusils factices, slogans aboyés, culte de Big Brother, tout ceci était pour eux une sorte de grand jeu épique. Toute leur férocité était dirigée vers l'extérieur contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels de la pensée. Pour les gens de plus de 30 ans, il était presque normal d'avoir peur de ses enfants, et à bon droit, car il ne se passait guère plus d'une semaine sans que le Times ne consacre un entrefilet à un petit mouchard, généralement qualifié de jeune héros, qui, ayant entendu quelques remarques compromettantes, avait dénoncé ses parents à la police de la pensée. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Un membre du parti vit de la naissance à la mort sous l'œil de la police de la pensée. Même seul, il n'est jamais sûr d'être seul, où qu'il soit, endormi ou éveillé, qu'il travaille ou qu'il se repose, au bain ou au lit, il peut être surveillé sans avertissement. Rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Ses amitiés, ses distractions, son comportement familial, l'expression de son visage quand il est seul, ce qu'il marmonne dans son sommeil, et même les mouvements caractéristiques de son corps, sont tous jalousement passés au crible. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Très bonne question, continuez comme ça. Alors, c'est que... une fois de plus, en fait, la question est aussi précise que ce que la réponse va être floue. C'est-à-dire que vous avez raison, hein, les deux questions cherchent à savoir très très concrètement à quoi ressemble le monde qui est décrit. Et vous avez raison, c'est très très important. En réalité, on ne le voit jamais. On le voit tout le temps et on ne le voit jamais. C'est-à-dire qu'on va voir son image, il a là à travers de toute éternité de ne jamais vieillir, en effet. En fait, c'est une abstraction. C'est une abstraction, complètement. Voilà. Il a un visage. Alors, le visage, on a beaucoup glosé sur ce visage, d'accord, sur cette figure de moustachu qui ressemble beaucoup quand même à Staline. Mais très concrètement, on le voit jamais. On ne voit ni grandir, ni vieillir, ni naître, ni mourir. C'est l'abstraction du pouvoir absolu. Voilà. C'est une métaphore. C'est une métaphore alors, aujourd'hui, par exemple, c'est pour ça que je donnais les noms tout à l'heure quand je parlais d'Elon Musk, mais vous pouvez parler aussi du président de la Chine, si vous voulez, c'est pareil. Pardon? Voilà. Donc, vous pouvez parler de Poutine, vous pouvez parler de la succession de présidents américains, si vous voulez, qui finalement sont, certes, ils se succèdent tous les 4 ans, mais à la fois ils existent, alors qu'encore maintenant ça marche moins bien, parce qu'on connaît l'intimité de ces gens-là. Mais c'est l'abstraction d'un pouvoir absolu. Voilà. Première chose, ça me permet du coup de gloser un peu. Au moins c'est une question qui est plus facile, celle-là, plus à répondre. Premier point, déjà, la distance entre les langues est déterminante. C'est-à-dire quand même la distance entre la culture française et la culture britannique est telle que il y a des sources communes, d'accord. C'est pas une traduction d'une langue très lointaine, russe ou chinois, ou que sais-je, d'accord.
ensuite, ce sont des traductions qui sont faites depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on traduit du français à l'anglais. Donc ça veut dire que ce que vous appelez figures de style sont déjà fixées. Par exemple, les jeux de mots. Voilà. J'imagine que tout le monde sait qu'en anglais, on ne dit pas excusez-moi la trivialité, on ne dit pas il pleut comme vache qui pisse, d'accord? On dit, surtout qu'on dit il pleut des chiens et des chats. D'accord, donc, en traduction littérale. Donc, quand vient la formule il pleut des chiens et des chats, aucun traducteur correct ne va traduire il pleut des chiens et des chats, d'accord. Il pleut des hallebardes, vous faites ce que vous voulez, d'accord. Voilà, donc, tout ça, c'est assez facile. En fait, in fine, c'est assez facile. Alors, les sous-entendus, c'est plus difficile, évidemment. Mais vous avez deux grandes familles dans les choix de traduction. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, du point de vue surtout de l'éditeur. On peut presque classer les traducteurs en deux grandes familles de traducteurs. Vous avez les très bons traducteurs qui vont vous traduire avec de la grande fidélité un texte. S'il est mauvais, ben vous avez un mauvais livre. Voilà. S'il est bon, vous avez un bon livre. S'il est très très bon et que le livre est très très bon, vous avez un très bon livre. S'il est très bon, le livre est très mauvais, vous avez un très mauvais livre. Ce qui pose plusieurs problèmes, d'accord ? Puisque donc aujourd'hui, d'ailleurs dans le travail d'un éditeur, ça consiste à savoir à qui on confie quel texte. Je préfère avoir un traducteur beaucoup moins fidèle. Plus le livre est mauvais, plus le traducteur va être infidèle, parce que ça me permet d'avoir un bon livre. D'accord ? Et dans la tension entre ce qui est évident et pas évident, je vais vous donner un exemple qui a été probablement l'un des livres les plus difficiles à traduire qu'on a eu, qui est un livre qui s'appelle en allemand Dritte Walpurgisnacht, qui veut dire troisième nuit de Walpurgis, qui est en quelque sorte la troisième nuit des sorcières, les deux premières ayant été écrites par Goethe, et c'est les Faust de Goethe. Je fais délibérément du pas du tout didactique, d'accord ? Donc, mais que vous sachiez que derrière toutes ces trivialités, il y a des choses qui ont un poids historique important. Donc cette traduction-là, qui en fait la nouvelle nuit des sorcières, en fait, c'est l'Allemagne, c'est les nazis au pouvoir en Allemagne. C'est un texte extrêmement étonnant, un texte extrêmement précis, mais qui est vraiment rempli d'implicites, rempli de références cachées, rempli de jeux de mots allemands, rempli de constructions. Donc ça veut dire que, y compris pour un Allemand, il est très difficile à lire, parce qu'il a été écrit en n'importe quoi. Il était écrit en 33, il était écrit en 33, et il a été publié en 52. D'accord, en 33, c'est-à-dire il a été écrit l'année où Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Et ce livre-là, les choix qu'on a fait, c'est un choix de traducteurs et d'éditeurs qui a demandé quand même, l'équipe c'était 6 personnes. 3 traducteurs d'allemand, 3 traducteurs d'allemand de langue allemande seulement, et l'éditeur et le traducteur officiel. Donc notre choix, ça a été, on ne laisse pas de formules sombres dont on a repéré le sens. D'accord ? Donc c'est-à-dire que la traduction française, en quelque sorte, est plus claire que le texte allemand, parce que le texte allemand, il s'est permis de laisser des implicites, et nous avons refusé de ne pas laisser d'implicites. C'est aussi une technique. Vous imaginez, pour traduire un texte, vous l'ayez compris. Pour l'avoir compris, vous avez compris l'implicite. Ça veut dire qu'il faudrait que vous reproduisiez quelque chose de sombre, alors même que vous l'avez compris en traduisant. Ça nous semble un peu tordu. Voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. C'est vrai qu'ils sont bons, hein ? Oui. Ils peuvent. Alors, j'ai presque envie de dire qu'en fait, dans une certaine mesure, c'est pas la partie la plus difficile. Alors que la question des implicites est une question très très difficile. Ça ressemble un petit peu en quelque sorte à la question il pleut des chats et des chiens. Sauf qu'évidemment, il pleut des chats et des chiens, la réponse vous précède, alors que là, vous êtes obligé de la formuler. Donc, du coup, on va revenir précisément à 1984, d'accord ? En fait, le terme anglais de 1984, c'est Newspeak, novlangue. C'est Newspeak. Donc, ça n'a pas été traduit en français, dans aucune langue. Je ne sais pas comment ils ont traduit, ils s'en sont sortis. Je sais pour Big Brother, qui a été traduit Grand Frère, Grandelman en espagnol, et je crois dans la plupart des langues, et donc nous n'avons pas fait ce choix. Enfin, la traductrice de 1950 n'a pas fait ce choix. Mais ça, c'est vraiment un travail de construction précis, d'accord ? Alors, pourquoi est-ce que je considère que novlangue est une meilleure traduction que néo-parler ?
c'est pas seulement parce qu'évidemment, néo-parler, c'est très bizarre, alors que novlangue, tout le monde l'entend. Évidemment, ça fait 70 ans qu'on l'entend, novlangue. Mais peut-être que néo-parler aurait été très bien à l'époque. C'est plus proche de newspeak, d'accord? Voilà. C'est ce que défendent d'ailleurs les deux traducteurs de Gallimard, d'accord? Et avec un autre argument supplémentaire, qui est là un argument qui a l'avantage au moins d'être complètement faux, c'est que 1984 se finit par un petit glossaire, qui est un glossaire sur la novlangue, justement, qui sont les principes de la novlangue. Donc l'argument qui a été donné par les traducteurs de Newspeak, c'est que la novlangue n'est pas une langue. Donc vous avez un glossaire pour expliquer que c'est une langue, et ils ont traduit par néo-parler parce que ce n'était pas une langue. Et donc elle ne s'écrivait pas. Alors même qu'elle n'est qu'une langue qui s'écrit, il y a même des principes linguistiques de construction. Et elle n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve qu'à l'époque d'Orwell, ils ont essayé de développer, grosso modo, un anglais simple. D'accord ? Un anglais simple pour penser simplement. Ça a été un projet qui a été tenté, d'accord ? Et qui répond aussi au fait que le Commonwealth a beaucoup de ressortissants qui ne parlent pas un anglais très correct, d'accord ? Donc ils ont fait une sorte d'anglais simplifié, d'accord ? Qui d'ailleurs a particulièrement réussi. On appelle aussi aujourd'hui, c'est l'anglais international, c'est-à-dire c'est ce qui se parle un peu partout, d'accord ? On appelle ça une lingua franca. Le français a longtemps été une lingua franca avant que, bien longtemps après que le latin l'ait été, d'accord ? 18e, 19e, c'était le français, la lingua franca, c'est-à-dire la langue que parlent, à l'époque, c'était évidemment les classes dominantes et notamment les classes diplomatiques. Dans le même temps, c'est l'anglais. Donc, mais vous voyez bien comment c'est construit. José Camoun et son suivant ont choisi Newspeak, néo-parler. Ils ont même joué sur parler ER, parler E. Voilà. Donc, et je redis une fois, si c'était le choix qui avait été fait en 1950, pourquoi pas ? Parce que peu importe à la limite que moi je considère novlangue est meilleure, mais si néo-parler fait référence à la langue qu'on appelle novlangue, peu importe après, la connotation fonctionne. Alors après, pourquoi il choisit Mentopolis ? Là, je suis désolé, mais j'en ai aucune espèce d'idée. D'autant plus qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a beaucoup des comme ça. Moi, je les considère comme complètement ratés. D'accord ? Alors, il y a une autre formule qui s'appelle crime de la pensée. D'accord ? Alors, crime de la pensée, je vais un petit peu développer. Crime de la pensée, c'est quand vous pensez quelque chose qui n'est pas autorisé. D'accord ? Alors, en fait, il y en a plein de crimes dans la pensée. Tous les jours, et comme on est dans une démocratie, les gens produisent des crimes dans la pensée. C'est-à-dire, c'est quand vous produisez... Alors, je vais en donner une qui est assez banale, c'est qu'on a beaucoup entendu à l'époque du Covid, c'est en fait cette pandémie en fait a été créée par les laboratoires pharmaceutiques et en vérité, pour certains c'était ça et pour d'autres en vérité elle ne tue pas vraiment. Vous voyez ce type de dysfonctionnement, c'est-à-dire vous produisez, vous avez une idée sur un objet qui est un objet dont le plus grand monde s'est approprié, mais qui ne correspond pas à la vérité officielle. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, police de la pensée, tout le monde voit ce que ça veut dire. La police de la pensée aujourd'hui, qui fournit la police de la pensée aujourd'hui ? Tiens d'ailleurs. Est-ce que c'est les profs à votre avis ? Non, c'est pas parce qu'on est avec des profs qu'on pourrait dire c'est ça. En fait, dans la classe, oui. Dans la classe, oui, c'est eux. Mais pas au sens où ils vous imposent quelque chose. Au sens où ils sont supposés être la référence légitime. D'accord ? Et d'une autorité que vous leur donnez, sinon vous ne serez pas là et vous quitterez la place. Vous quitterez la salle, d'accord ? Non, la police de la pensée, aujourd'hui, ça s'appelle les médias. Voilà. Ça suffira ? Oui. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, et c'est ça la puissance d'une œuvre, il est impossible qu'il ne se soit pas inspiré de 1984. D'accord ? C'est-à-dire que, alors je vais faire une petite digression qui est une digression qui est importante pour moi de parler quand je parle justement à vos générations. Quel est le livre dans nos cultures qui est le livre le plus important ? En fait, c'est pas 1984. En fait, c'est la Bible. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est impossible de faire de la littérature aujourd'hui, et depuis très longtemps, et encore maintenant aujourd'hui,
sans que vous réécriviez la Bible sans le savoir. Pourquoi ? Parce que la Bible a participé à construire la langue avec laquelle on parle. Après la Bible, il y en a d'autres, mais des moments extrêmement importants, c'est évidemment, en littérature notamment, c'est le théâtre français du XVIIe. Et puis, etc., etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que, pour aller plus loin, c'est quand vous voulez déclarer votre amour à l'être aimé, il vous faut bien des mots, il faut bien des formules. Ces formules ont été écrites avant vous. Et en particulier dans la Bible. En particulier, par exemple, dans la manière dont Salomon a parlé de ses amours. Voilà. Ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile, surtout pour les adolescents, de parler de leur amour sans l'exaltation que le XVIIe français a produit dans son théâtre. OK ? Premier point, je suis un piètre polyglotte. D'accord ? dont non, je l'ai lu en français, et je l'ai lu, j'avais votre âge. Donc, je me suis guère amélioré depuis en anglais, donc j'ai le découvert dans cette... ça va me permettre de préciser un ou deux points que j'ai oubliés notamment, mais qui est très, très, très important, et c'est les extraits qui ont été lus qui m'y ont fait penser. Un des extraits fait référence au fait que la population d'Océania est coupée en deux. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'il y a les prolos, qui composent 85% de la population, et il y a le reste. D'accord ? Le reste, c'est la classe moyenne cultivée. En fait, ce sont les fonctionnaires, pour aller vite. D'accord ? Et vous vous rappelez que l'extrait dit que les proles, c'est comme ça qu'ils appellent, les proles, en fait, ne subissent pas la propagande de l'État. Ils vivent librement. Misérables, mais librement. En revanche, les classes cultivées, elles, c'est elles qui sont soumises à la pression, d'accord, à la pression de l'État et de la propagande. Ça ressemble, en fait, en un certain sens, pas mal à certains moments de l'organisation des sociétés contemporaines. Même si aujourd'hui, grâce à la télé et grâce aux médias de masse, à peu près tout le monde subit la propagande, on ne la subit pas de la même manière selon la classe sociale à laquelle on appartient. D'accord ? Voilà. Ça, c'est un point important. Les premières fois où j'ai lu donc la traduction de 1950, vous pensez bien que je n'étais absolument pas équipé pour opérer ce qui allait, ce qui n'allait pas. Mais il y a des erreurs qui sont assez étonnantes. Notamment, ils se sont trompés sur le pourcentage attribué aux prolétaires et aux classes cultivées. En fait, ils ont inversé, 15 et 85%. Vous imaginez l'énormité de l'erreur, d'accord ? Voilà. C'est toujours édité comme ça, c'est toujours édité avec cette erreur-là. Non, d'accord ? Mais on va dire que tout lecteur retraduit. Aucun lecteur ne lit la chose même, sauf que quand il a promis d'être un correcteur, donc il est bien obligé de repérer. Sinon, on lit, on retraduit. D'accord ? Ce qui n'est pas très grave. L'essentiel est là. L'essentiel est là, et avec un vocabulaire qui a gagné, d'accord, qui a été victorieux, et donc qui s'est inscrit dans la langue, comme on disait depuis tout à l'heure. Donc, comment se passe cette découverte-là ? Beaucoup plus tard, c'est peut-être même une bonne vingtaine d'années après, avoir lu, peut-être même, oui, une bonne vingtaine d'années après avoir lu le livre, et l'avoir relu, d'ailleurs, on publie un bouquin de philo qui s'appelle Orwell ou le pouvoir de la vérité. En fait, vous parlez très fort en haut à gauche. On vous entend, d'en bas. Et le fait est que dans la traduction de cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est construit comme une analyse de 1984, qui s'oppose en philosophe analytique à une autre analyse, qui est celle d'un philosophe postmoderne, peu importe les noms, et c'est une critique de l'analyse de 1984 d'Orwell comme un roman de l'horreur, celui dont je parlais tout à l'heure, d'accord, et qui affirme qu'au contraire, c'est un roman sur la vérité. Et dans la traduction, tout bêtement, c'est une des règles dans les traductions, c'est que vous devez, quand un ouvrage a été traduit, aller chercher la traduction qui est parue pour la donner. Vous ne retraduisez pas un texte qui est traduit. Donc, le traducteur a traduit le texte du philosophe, et puis il est arrivé à la citation, et est allé chercher dans la traduction seule disponible en français, c'est officiel. Première découverte, il manquait des phrases. D'accord ? Pas une, hein, 44. Deuxième découverte, des phrases étaient fausses. Pas une, plusieurs.
Donc c'est ça la première découverte. La première découverte, c'est qu'en fait, cette traduction qui est réussie à des tas d'égards, d'accord, et dont il faut garder l'essentiel, en fait, elle est, comme on dit, fautive et caviardée. Alors pas énormément fautive, pas énormément caviardée, mais suffisamment pour que on a été obligé de traduire, pour publier ce livre, des phrases puisqu'elles n'y étaient pas et d'autres étaient fausses. D'accord. Donc, et on découvre surtout quelle est l'importance de la précision de la traduction de 1984 pour parler de ce roman tel que nous, il nous semble important, c'est-à-dire en tant que roman sur des questions philosophiques. Voilà. Alors, pourquoi aussi ce livre, d'ailleurs, et c'est pas par hasard du tout que je suis là aujourd'hui, que vous n'avez pas la chance d'avoir une star de la traduction issue de chez Gallimard ou le directeur du volume de la Pléiade, mais seulement un petit éditeur qui est venu ici aujourd'hui, c'est que ce livre-là est devenu la traduction de référence. Quand on en est la 3e ou la 4e fois où on vend cette traduction-là pour des ouvrages pédagogiques, pas les autres. D'accord. Voilà. Ce qui, par ailleurs, est non seulement un succès, on va dire, d'estime, c'est très important. Une bataille politique, c'est très important. Mais aussi, financièrement, c'est pas mal. On préfère vendre notre édition que celle des autres. Voilà. C'est clair ? Oui. Alors, le texte n'est pas si compliqué que ça à traduire. Alors, ça me permet de parler des choix stylistiques d'Orwell qui sont remarquables et des choix qui sont cohérents avec aussi des positions politiques d'Orwell. Alors, le fait est que donc je vais faire un petit détour, d'accord, pour arriver à répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'Orwell a été maltraité pendant 68 ans? Alors on sait pourquoi il a été bien traité à partir de 68 ans. Essentiellement parce qu'il y avait un enjeu économique, d'accord, et que Gallimard ne pouvait pas perdre la rente que constitue la vente d'un roman qui est un roman qui est majeur dans l'histoire de la littérature, du moins de l'histoire de la littérature du point de vue des chiffres d'affaires. Okay. C'est parce qu'en fait Orwell a une conception de l'écriture qui est vraiment aux antipodes de la conception officielle de la religion littéraire française telle que Gallimard en est le principal prêtre. D'accord. Le style, la petite musique de Céline, le grand style de Proust. D'accord. Orwell est aux antipodes de ça. Il va théoriser le style comme une vitre, c'est-à-dire qui ne doit rien déranger. C'est invisible, d'accord. Il a conçu l'écriture comme quelque chose qui ne doit rien mettre entre ce qu'il veut raconter et le lecteur. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'est pas difficile à traduire. Ce qui est difficile à rendre, c'est justement ne pas rajouter une couche, ne pas salir la vitre, que la vitre ne déforme rien. Ça, c'est difficile, mais ça se fait. La traductrice a fait un très très bon travail. Elle a eu d'autant plus l'avantage d'avoir plusieurs bouquins autour, dont le bouquin de philo dont je vous parle. C'est-à-dire que dans ses choix de traduction, il y a une intégration de toutes les analyses linguistiques du philosophe sur tous les passages traduits. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai accompagnement. D'accord ? Non, les difficultés ont été d'un strict registre en termes de diffusion, de distribution, d'économie, de visibilité du livre, c'est-à-dire qu'on avait en face donc les 5 éditions de Gallimard disponibles, et le fait que une grande partie du monde de la librairie est totalement soumis à Gallimard, et donc faire glisser cette édition-là au milieu des 5 autres, ça a été très très difficile. Voilà. Sans parler évidemment de la presse qui elle aussi est majoritairement soumise à Gallimard, donc voilà, dans l'édition, en fait, autant dans le monde, Big Brother s'appelle Zuckerberg ou Elon Musk, mais dans l'édition, il s'appelle Gallimard. Je voudrais poser une question. Donc, 1984 montre quand même un monde terrible. Orwell peut passer comme lanceur d'alerte pour nous avertir notamment à propos de tout ce qui est télésurveillance et tout ce qui est progrès technologique. Mais alors, est-ce qu'il y a un espoir? Qu'est-ce qu'il propose? Et est-ce que ça serait du côté de l'écologie, par exemple?
me semble-t-il. Voilà. Alors, c'est mieux quand c'est vous qui posez les questions. Non, c'est vrai, c'est des questions sympas, c'est des questions... voilà, ça, c'est une question de quelqu'un qui a vraiment lu la postface, tout ça et tout, qui, voilà, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que la postface n'a pas été écrite à deux mains, elle a été écrite à quatre mains. Oui. D'accord ? C'est-à-dire la traductrice... Excusez-moi, donc, moi je pense à des jeunes qui ont 17 ans aujourd'hui, Oui. qui vivent dans un monde qui est sans doute fort proche de celui décrit par 1984, et peut-être dire quand même, au-delà de ça, il y a quelque chose à faire sur le langage, sur le mode de vie, etc. etc. Voilà. Oui, mais comment dire ? Donc, c'est une écriture à quatre mains. Donc, en fait, il y a deux auteurs dans la postface et il y a... c'est une chose que... Là, quand vous voyez un livre, la plupart du temps, 99,99% des gens qui voient un livre, il y a un titre, un auteur, et puis pointe à la ligne, d'accord ? Éventuellement un traducteur, voilà. En fait, ils ne voient jamais que ce livre est co-signé aussi par un individu, en fait, qui est celui qui a posé sa marque, qui s'appelle l'éditeur. Et ils ont raison parce que la plupart du temps, en fait, celui qui est propriétaire de cette marque, en fait, n'est pas un éditeur, c'est juste un chef d'entreprise ou éventuellement un héritier et un rentier de sa maison d'édition. Chez nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'éditeur co-signe vraiment le livre. Et donc là, on a non seulement co-signé, mais on a même co-écrit la postface et qui pose sur toutes les questions qui viennent de mettre, qui revient sur toutes les questions que vous venez de poser. C'est-à-dire que la traductrice et l'éditeur ont comme souci de se poser ces questions-là. Pourquoi on publie ce livre ? Est-ce que c'est un livre désespérant ou est-ce que c'est un livre sur lequel on peut s'appuyer pour voir venir quelque chose ? Voilà. C'est là où on diverge entre la traductrice et l'éditeur. La traductrice est une militante écolo, une militante, on s'appelle anti-tech, d'accord, qui est journaliste à Reporter, par ailleurs, et qui a vraiment écrit énormément de livres, qui a traduit des livres sur les moments ludites. Je ne sais pas si j'imagine vous ne savez pas ce que c'est le moment ludite. Ce sont des briseurs de machines, d'accord, qui a écrit beaucoup sur les briseurs de machines, sur les gens qui ont détruit les ordinateurs, voilà, qui a milité dans ces mouvements-là, d'accord. C'est-à-dire qui considère que le mot progrès devrait être transformé par le mot régrès, que toute avancée de la technologie est en fait une régression. Et évidemment, depuis quelques années, la dématérialisation n'a eu de cesse que de montrer à quel point ce qui se présentait comme un progrès était en fait l'occasion d'installer une vie de moins en moins vivable. D'accord ? Je n'ai pas besoin de donner des exemples, j'en donnerai un seul. Est-il possible aujourd'hui de vivre sans un smartphone, puisque de toute façon, sans un téléphone et un smartphone, on ne peut plus acheter de billets de train, on ne peut plus en fait rien faire, on ne peut plus rien acheter. D'accord ? Donc c'est cette critique-là qui est faite. Évidemment, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près au fait que utiliser un smartphone, c'est fournir des big data à des professionnels de la manipulation de la consommation, d'accord, etc. Enfin, j'imagine que j'ai pas besoin de vous faire ce laïus-là. Donc, oui. Donc, à quoi nous sert Orwell vis-à-vis de ça ? La première erreur avec Orwell, ça devrait considérer qu'il est visionnaire. En fait, il est pas visionnaire. Ça n'existe pas les visionnaires. Personne n'est visionnaire. On ne voit pas ce qui se passe de demain. Personne ne peut voir. C'est dans les fantasmes de l'astrologie et autres mystiques que ce genre de choses existe. Non. Il a observé juste avec beaucoup d'intelligence le monde de son temps. Et en regardant la manière dont fonctionnait le monde de son temps, il a dit des choses suffisamment exactes pour que le monde réel tel qu'il a existé finisse par correspondre à ce que lui avait décrit. D'accord ? Et il nous fournit des outils qui étaient des outils tellement pertinents pour décrire le monde dans lequel il vivait, qu'ils continuent à être pertinents des années après. C'est-à-dire que ce qu'il décrit, et ce dont je vous ai parlé sur la guerre d'Espagne, le dysfonctionnement de la manière dont la presse britannique de gauche a rendu compte, en fait, ressemble beaucoup à ce qu'on subit aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'Internet en ligne et les chaînes continues. D'accord ? Mais c'est un vocabulaire qu'il fournit. C'est pour ça qu'il est très important de garder 9 langues, de garder Big Brother. Il faut juste changer d'identité. On m'a demandé qui était, est-ce qu'on voyait Big Brother ? On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. En revanche, on sait qu'il se reproduit. D'accord ? Et comme on a écrit dans la postface, si vous voulez, il faut remplacer la figure de Big Brother. Il est chauve comme alors c'est lequel qui est chauve ? C'est Monk ? Bezos. C'est Bezos qui est chauve. Il est fringant comme Zuckerberg. C'est plus un gros moustachu mou.
on lui redonne les attributs des nouveaux Big Brother. D'accord. Donc, je ne vais vous donner aucune réponse sur ce qu'il faut faire. Mais en revanche, la chose qui est claire, c'est en s'informant sur comment marchent les choses avec les bons outils qu'on acquiert la structuration intellectuelle pour pouvoir à peu près comprendre le monde dans lequel on vit. Et le seul moyen de changer le monde dans lequel on vit, c'est commencer à le comprendre. Alors, en fait, votre question est suffisamment riche pour avoir de son répondu sur la plus grande partie des points. Et s'il s'agit en revanche des influences en termes de conception de la langue d'Huxley sur Orwell, il n'y en a aucune, puisqu'il n'y a aucune analyse chez Huxley de la langue, d'accord. Donc, et je redis, pour moi, si vous voulez, il n'existe, personne ne prévoit rien, d'accord. Les gens fournissent des descriptions qui sont des descriptions qui vont se révéler a posteriori pertinentes, d'accord. Et c'est tout. Voilà. On est resté assez longtemps ensemble, je pense, maintenant. D'accord. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci à vous. Voilà. Merci. Ça va? Très bien. C'est bon, il y a des choses qui sont passées, ça qui compte. Ouais. Il y a plein de choses là. Bien sûr, J'ai réussi à tout dire ce qu'il fallait, on est d'accord. Dans le désordre, mais tout, c'est ça qui compte. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, mais j'ai